voilà, l'Occident est concentré pour réfléchir sur les nouvelles stratégies de manière à pouvoir maintenir le cap. Et bien le peuple, dans la souffrance la plus absolue, se trouve en situation où il faut changer la situation. Il faut changer la situation. Et quand le peuple se met debout, c'est effectivement contre toute attente occidentale, ça c'est évident. Contre toute attente occidentale. Simplement parce que comment on peut expliquer, comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui que ça a échappé à tous ces laboratoires internationaux, enfin des puissances, comme vous appelez, des puissances d'argent, des puissances qui téléguident un tout petit peu, enfin pas un tout petit peu, certains pays d'ailleurs, qui guident la politique qu'on pratique au niveau des pays, quand vous parlez des pays de la périphérie, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est ça qui a marqué, c'est ça qui marque tout le monde. Et les Occidentaux on les sent dans leurs interventions, ils sont, je dirais pas frustrés, mais ils sont embarrassés de constater qu'il y a des changements qui se font sans eux. Voilà. Oui, ça c'est une nouvelle donne en fait. C'est une nouvelle donne dans les relations, je dirais, internationales. Je ne sais pas si on doit réécrire la façon dont les relations internationales doivent être régies maintenant. Tu connais la loi économique qui porte sur les rendements. Lorsque les rendements atteignent l'optimum, quand ça dépasse l'optimum, ça commence à baisser. Aujourd'hui, les spiritualistes disent que les Occidentaux, et c'est vrai qu'ils ont mis en place un ordre international, c'est vrai qu'ils ont dominé le monde pendant plus de 4 siècles, etc. Et qu'aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'il y a une tendance à l'émergence d'autres forces à travers le monde et qui, visiblement, doivent aussi prendre la relève. C'est la loi de la roue. C'est évident. Alors, je suis en train de vous dire que aujourd'hui, l'émergence asiatique, l'émergence latino-américaine fait qu'aujourd'hui, les Occidentaux sont pris dans leur stratégie, leur propre piège, et qu'ils sont en train de réfléchir des stratégies compensatoires. Mais entre-temps, si hier, ils ont vécu en soutenant les relais qu'on appelle naturellement les dirigeants de tous ces pays subsahariens ou maghrébins, eh bien, ils pensent qu'aujourd'hui, plus que jamais, lorsqu'ils ne se mettent pas en communion avec le peuple, à ce moment-là, l'Asie va profiter au maximum. C'est comme ça que vous voyez, la plupart des marchés en Afrique aujourd'hui sont pilotés par l'Asie, sont pilotés par la Chine, sont pilotés par le Japon, l'Inde, etc. Ouais. Et l'Occident est en train de réfléchir pour ne pas manquer tout ça. Et la faute grave de l'Occident, c'est d'avoir coopéré avec une minorité pour maximaliser, n'est-ce pas, des ressources, le pillage des ressources dans des pays qui sont les nôtres, etc. Au détriment de la grande majorité. De la grande majorité. Et la grande majorité, avec l'autoroute d'information, l'Internet, toutes les informations, les journaux, les radios, les télévisions, à travers le monde, et les différents voyages qui sont réalisés par les gens, etc. Ils vivent, ils voient comment les choses se passent ailleurs. Les gens ont aiguisé leur conscience critique, les gens ont renforcé une certaine croissance de la manière de percevoir les choses, et donc, au fur et à mesure que le peuple est en train de grandir dans son âge culturel, eh bien écoute, vous ne pouvez que vous entendre dans ce genre de choses qui n'ont pas été pratiquement identifiées ni prévues par les laboratoires occidentaux. C'est très important. Il ne faut pas s'imaginer que les laboratoires internationaux ne pouvaient pas s'imaginer que on utiliserait Internet aujourd'hui pour je dirais aller au détriment. Hein. Bien entendu, c'est comme ça que parce qu'il y a des réseaux tels que c'est vrai que nous ici, on est encore loin. Le Congo, le taux de pénétration d'Internet, bon, c'est vrai qu'avec l'arrivée du fibre optique, j'espère que les choses pourront changer côté réception Internet, Internet. Mais bon, on a vu partout, là où il y a ces mouvements, c'est au niveau de réseaux sociaux. Sur le net, donc Twitter, Facebook et les autres réseaux. Tout à fait. Et on se passe des messages et puis voilà, la révolution arrive. Tout à fait, et c'est comme ça qu'ils n'étaient pas préparés à ça et n'ont pas prévu dans leur agenda ce qui arrive. C'est comme ça que vous voyez, même à 2 jours du départ d'un dictateur, ils étaient en train de continuer à le soutenir. Oui. Et le jour où il part, il dit non, nous désapprouvons sa gestion. Oui, ça fait un peu... c'est ça la diplomatie hypocrite, ouais, ça fait malhonnête. Qui visiblement considère les subsahariens, notamment les Africains, comme étant les gens dans une situation d'animalité zéro. C'est-à-dire les gens qui n'ont aucune conscience, les gens qui n'ont aucun sens de responsabilité, les gens qui n'ont aucun sens critique, les gens qui ne comprennent rien comment le monde fonctionne, etc. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ont étudié dans leurs écoles. Toute la formation que nous avons en termes d'école moderne est venue de l'Occident, etc. Et donc, la plupart de ceux qui ont eu à assumer des responsabilités aux années de l'indépendance ont été les gens qui ont été formés par l'Occident, etc. Et donc, ne pas croire qu'on est dans un état d'animalité zéro, c'est une erreur d'approche. Et aujourd'hui, ils sont surpris. Vous ne pouvez pas imaginer, aujourd'hui, en Algérie, les gens marchent. Écoutez, personne n'est du mot. Personne n'est du mot. Mais quand
l'intensité va augmenter et que le départ du président devient inévitable, à ce moment-là, ils vont commencer à dire nous gérons les avoirs de comment on l'appelle le président Ben Ali. Non, le président Bouteflika. Et bon, nous gérons. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent. N'est-ce pas, en Libye. Or, Libye se constitue un grand marché pour l'Occident. Personne ne parle. Alors maintenant, si c'était, par exemple, la Côte d'Ivoire, on dit non, la CPI donne des ordres, etc. Si c'était dans un pays qui, visiblement, est toujours à la solde occidentale, on dit non, la CPI arrive. Voilà. Donc, c'est cette hypocrisie qui a dominé le monde et qui, visiblement, aujourd'hui, est persiste. Vous savez, à 90, je venais de terminer il y a 2 ans ma licence. Je croyais que il faut la communauté internationale pour changer notre situation. Au fur et à mesure que l'on grandit, je me dis, mais tiens, il faut entendre la communauté internationale. Franchement, c'est une vision trop chimérique. Il ne faut pas s'entendre à quoi que ce soit. Il faut que les gens se mettent debout pour dire, c'est notre pays, nous pouvons nous en approprier, ça c'est évident. Et c'est que font les Tunisiens, ce qu'ont fait les Égyptiens, nous sommes aujourd'hui au niveau de la Libye. Les gens n'ont pas l'air de très bien comprendre. La Libye, l'Algérie, Djibouti aussi, dans la danse. La tendance. Le grand problème, cher José, c'est le problème de pauvreté. C'est le problème de pauvreté. Lorsque les gens sont dans la pauvreté, parce que les riches ne seraient que dans la classe politique, écoutez, on a créé une sorte de crise en incubation, et cette crise peut s'exploser à tout moment. Et lorsqu'un peuple s'explose, c'est plus qu'une bombe atomique. Sur cela, et les Occidentaux, lorsqu'on vous voit tirer sur une masse, une marée humaine, ce sont les premiers à demander votre départ. Et c'est cela l'hypocrisie. Et c'est justement ça que les dirigeants africains, les dirigeants maghrébins, les Arabes d'une manière générale, doivent comprendre que nous nous trouvons dans une sorte de diplomatie hypocrite, etc. Et que seuls les intérêts priment. Et qu'en tout état de cause, avec les moyens qui sont les nôtres, avec un type d'organisation, une volonté volontariste, on peut relever les défis. On peut assurer la justice distributive dans la classe ouvrière. On peut améliorer la situation des paysans. On peut améliorer la situation des chauffeurs, des enseignants, des journalistes, de dockers. Tout le monde dans la société. Il me semble que nous avons cette possibilité. Malheureusement, on a toujours traité la pauvreté comme si on traitait la malaria. La pauvreté, c'est même pas comme la malaria, parce que quand vous prenez des aspirines, vous résolvez la situation de malaria. Mais la pauvreté, c'est un état. Et cet état nécessite l'innovation, cet état nécessite la créativité, cet état nécessite l'imagination, les alternatives, et ça, de la réflexion. Mais lorsque vous avez une classe politique qui base son action dans la distraction, dans le loisir, qui se font chanter à longueur de journée et qui oublient qu'ils ont la responsabilité de réfléchir chaque jour pour générer des alternatives. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, cher ami, lorsque vous vous trouvez en situation où vous avez 88 millions kilomètres de routes et de sites agricoles, et vous avez le moyen insuffisant. Mais il faut que ce monsieur qui s'occupe de cette question réfléchisse pour dire trouver des solutions alternatives. Bon, de toute façon, mais ici, les solutions se trouvent des solutions de recettes. Quelqu'un me disait, et là que je chute, cher ami, quelqu'un me disait que la situation dans nos pays, c'est comme si, comme nos ancêtres étaient appelés chaque fois pour manger, aller à la forêt, récolter, qu'est-ce que dirais, faire la cueillette, amener des chenilles, et les chenilles viennent par saison. Et puis bon, à récolter, chasser par exemple, comment on dit, pêcher les poissons, etc. Or, ça se fait par saison. Par saison aussi. Alors, on mange la quantité de la saison. Quand ça se termine, on croise les bras et on attend la prochaine saison. C'est un peu ça. Donc, il y a la Banque mondiale, il y a les Fonds monétaires internationaux, et il y a toutes ces institutions internationales de solidarité qui existent. Et donc, chaque fois que on donne, on chante, on crie à longueur de journée, qu'on a résolu les problèmes, encore l'argent arrive, et ça n'arrive pas en destination parce que la pauvreté continue à persister. Et puis on attend le moment venu où il y aura encore un autre financement pour qu'on puisse y aller. Au lieu de rechercher des solutions correspondantes, au lieu de rechercher des alternatives qui permettent à notre pays d'avancer. C'est cela le drame pour notre pays. Oui, moi on se dit aujourd'hui qu'on réfléchit, on réfléchit sur M. Mbamba. Alors, comment vous pouvez comprendre, vous qui avez voyagé à travers le monde, qui avez vécu avec les Occidentaux chez eux, comment vous pouvez comprendre cette démocratie à double vitesse, une démocratie pour les Occidentaux et une autre démocratie pour les Africains ou pour les pays de la périphérie, comme vous les appelez? Je m'explique. Imaginez, voilà ce qui s'est passé dernièrement, vous venez de dire tout à l'heure d'ailleurs, que le politique africain, l'homme politique africain, la politique en Afrique en fait est perçue comme une source d'enrichissement
hein, une manière d'échanger des classes sociales. Quoi, un refuge économique. Quoi. Un refuge économique. Bon, enfin, c'est une majorité. La politique, c'est une majorité. Si on devient politicien, c'est d'abord pour se remplir les poches. Ouais. Hein, c'est d'abord pour changer les standings. On le voit. Hein, on le voit à travers l'Afrique. Pour la majorité. En fait. Pour la majorité au niveau de l'Afrique, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça. Et c'est ce qui a même tué. Bon, enfin, c'est ce qui a fait que Ben Ali parte, parce que le président Ben Ali est le président de la Tunisie. Parce que, en tout cas, c'est tout ce qui est économie, c'était entre les mains de sa belle famille et de sa famille, en fait. Un népotisme établi. Voilà. Pourquoi est-ce que, ici en Afrique, c'est toléré? Et c'est cautionné par cette fameuse communauté internationale qui tolère ces régimes, ces genres de régimes, bon, jusqu'à ce qu'ils tombent, hein, par la force des forces, passez-moi la théorie, des forces intérieures, hein, par exemple de la masse populaire. Et quand ça tombe, ça devient un problème. Parce qu'on a vu comment en France, il y a un scandale actuellement, parce que bon, la ministre des Affaires étrangères, Michel Alliot-Marie, a eu à prendre un avion d'un homme d'affaires qu'on croit être proche de Ben Ali aujourd'hui, qui a décrié. On voit aussi, enfin, on parle même de la visite du Premier ministre François Fillon aussi en Égypte. Ouais. Voilà, il a bénéficié des largesses du gouvernement égyptien, de la famille du président Moubarak qui est parti. Alors, ça fait un problème là-bas. Maintenant, ça fait un problème. Mais avant, ce n'était pas un problème. Et comment vous expliquez cette politique de 2 poids 2 mesures, hein, qu'on tolère aujourd'hui? Et chez eux, ils n'acceptent pas. Voilà. Chez eux, ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas qu'un homme politique se permette de certaines largesses, quoi, hein, que ça permet une certaine